Qui me dit que je ne suis pas un papillon en train de rêver qu'il est un homme? Voilà ce qu'aurait dit Chuang Tzu il y a à peu près 25 siècles lorsqu'il a rêvé qu'il était un papillon. Au réveil, il ne sait plus trop et se pose une question légitime. Où commence le rêve? Où se termine la réalité? La science moderne a longtemps balayé cette question. Le rêve, du bruit neuronal des déchets cognitifs, ou autrement dit l'hallucination d'un cerveau qui se nettoie. Mais Carl Jung, lui, voyait autre chose. Il écrivait notamment « La conscience est un rejeton tardif de l'âme inconsciente ». Autrement dit, ce que vous appelez être éveillé n'est qu'une excroissance récente, une narration, car le rêve, lui, existait probablement avant vous. Alors, si le rêve n'était pas qu'une fuite du réel, mais littéralement son propre GPS. Commençons par ce que la science a de plus solide à offrir. Dans les années 70, deux scientifiques, Hobson et McCarley, proposent la théorie de l'activation synthèse. Pendant le sommeil paradoxal, votre tronc cérébral tire des sortes de salves électriques aléatoires. Votre cortex, qui déteste le chaos, puisque c'est lui qui gère ce qu'on appelle la raison habituellement, l'intellect, improvise une histoire pour lui donner du sens. Résultat, la plupart du temps, on se retrouve avec des scénarios, des images absurdes. Le rêve serait donc un accident, une hallucination, liée à la maintenance de votre esprit et dont le cerveau est le hardware. Sauf que ça n'explique pas pourquoi on rêve souvent, voire toujours des mêmes choses. Être poursuivi, tomber, se retrouver nu, perdre ses dents. Et c'est là qu'intervient un autre scientifique, Antti Revonsuo, avec une théorie qu'il appelle la simulation de la menace. Ce qu'il dit en substance, c'est que nos ancêtres rêvaient d'être chassés par un prédateur qui avait un avantage. Et le rêve leur permettait de répéter la scène pour ne pas être pris en défaut dans le réel. Le rêve agit alors comme un simulateur de vol, un entraînement nocturne à la survie. Concrètement, biologiquement, le rêve n'est pas une fuite, c'est littéralement une préparation au combat. Ceci dit, cette théorie, aussi élégante soit-elle, rate quelque chose d'essentiel et d'autrement plus complexe. Il existe en effet des rêves qui ne simulent aucune menace. Des rêves qui ne préparent visiblement à rien de concret. En fait, des rêves qui semblent savoir quelque chose, hors de ce monde, mais pour ce monde. Carl Jung a passé sa vie à les étudier, et il y a découvert un phénomène troublant. Les rêves constituent une cartographie, et bien souvent, il y a un rêve initial qui décrit précisément, à la manière d'un GPS, la trajectoire de vie de l'individu. Généralement, au début d'une analyse, les rêves d'un patient sont souvent d'une clarté étonnante, presque transparents, pour l'initié qui était Carl Jung. Puis, à mesure que le travail avance, ceux-ci deviennent plus obscurs, plus confus, comme si l'inconscient, d'abord à l'aise pour se confier, se mettait à crypter volontairement ses messages, comme s'il sentait qu'on approchait de quelque chose d'essentiel. Et Jung l'interpréta ainsi. Le rêve n'est jamais confus en lui-même. C'est juste nous qui n'avons pas les clés pour savoir le lire. Et à cet égard, dans L'homme à la découverte de son âme, la phrase de Jung qui m'a le plus marqué est la suivante. Méditer ses rêves, c'est faire un retour sur soi-même. Mais on ne médite pas sur le moi, on médite sur le soi. Ce soi étranger qui nous est pourtant essentiel et qui constitue notre socle. On comprend alors que l'inconscient, dont le rêve est une manifestation, n'est pas une cave obscure sous la maison. C'est précisément
les fondations sur lesquelles la maison est construite. Et Jung va encore plus loin, en disant que l'inconscient préexiste toujours, et ce, depuis le commencement de la vie. C'est un peu comme dire que nos rêves ne nous appartiennent pas vraiment. Ils puisent dans une mémoire plus vaste, ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Ce qui fait aussi la complexité du rêve, c'est ses diverses fonctions. Par exemple, nous avons les rêves compensatoires, quand l'inconscient ne fait pas que révéler, mais corriger. Jung a observé un phénomène de compensation lorsque le rêve agit comme contrepoids à une attitude consciente déséquilibrée. Si dans votre vie éveillée, vous vous surestimez, vous êtes trop optimiste, alors le rêve compensatoire négatif vient rétablir un certain équilibre. Prenons un exemple. Vous êtes allé à un entretien d'embauche, tout s'est bien passé, peut-être trop même, et vous vous endormez serein. C'est là que un rêve compensatoire négatif apparaît, dans lequel vous arrivez en retard, vous oubliez votre nom et vous êtes même nu devant votre interlocuteur. Nous ne sommes donc pas ici dans le domaine de la prédiction, la prospective, mais dans une fonction compensatoire négative. C'est votre inconscient qui vous dit « Tu es trop sûr de toi, il y a quelque chose que tu n'as pas vu et je suis là pour te le montrer. » Car il faut savoir que l'inconscient, quand il se manifeste dans les rêves, est toujours amoral, ou en tout cas tout à fait impartial. Mais il y a aussi des rêves, moins fréquents certes, qu'on appelle de compensation positive. Ça touche plus particulièrement les individus anxieux, rongés par le doute, mais pleins de potentiel. Et dans ces cas-là, il arrive que le rêve offre une vision de gloire, de beauté, de plénitude, avec des symboles associés qui sont propres au domaine psychique de l'individu. Cette compensation positive, que l'inconscient rappelle, est là pour servir de boussole aux individus qui se sous-estiment. En gros, Carl Jung résumait ce processus comme une autorégulation psychique s'effectuant pendant le sommeil. Mais attention, comprendre s'il s'agit d'une compensation positive ou négative demande une vraie honnêteté. Il faut accepter de voir ce qu'on préfère en général ignorer. Et la plupart du temps, le rêve compensatoire n'est pas spécialement agréable à regarder. Il est simplement juste, impartial. Et puis, il y a les rêves qui ne ressemblent à rien d'autre. Jung les appelait les grands rêves. Des songes d'une intensité exceptionnelle qui laissent une empreinte indélébile, parfois pour toute une vie. Ces rêves ne parlent pas de votre quotidien et ne compensent pas une attitude. Ils semblent venir d'ailleurs. C'est un réservoir plus profond qui mobilise ce que Jung appelait les archétypes. Ces figures universelles, mythologiques, qui traversent toutes les cultures. Nous avons le sage, la mère, l'ombre, l'anima, le héros, etc. Et dans un grand rêve, vous pourrez rencontrer un animal mythique, traverser un déluge, mourir et renaître, ou recevoir littéralement un message, crypté ou pas, d'une figure lumineuse comme un ange, ou même parfois terrifiante, comme un démon. Ces images ne viennent pas de votre biographie personnelle, ni de votre inconscient, ni de votre conscient. Elles viennent probablement de l'inconscient collectif. Carl Jung notait que ces rêves survenaient souvent au moment charnière de l'existence. Adolescence, crise du milieu de vie, transformation spirituelle en cours. Un peu comme si l'âme, à certains carrefours de la vie, avait besoin de mobiliser des forces subtiles qui dépassent l'individu. Et à vrai dire, j'ai fait quelques rêves de ce type. Des rêves où les symboles étaient si puissants que je savais au réveil que quelque chose de fondamental venait de se jouer. Même si, bien sûr, dans l'instant, je ne comprenais pas quoi exactement.
Ces rêves ne s'interprètent pas en 5 minutes, évidemment. Parfois, ils demandent des années. Et parfois, ils ne se comprennent qu'au moment où ce qu'ils annonçaient se réalise. Les grands rêves sont rares, mais quand ils viennent, ils changent quelque chose dans la psyché et révèlent une vérité cachée, intemporelle. Et pour conclure cette partie, il faut savoir que dans la psychologie analytique, et comme j'ai pu le constater aussi dans ma propre expérience, certains rêves ne parlent ni du passé, ni du présent, ni du futur seuls. Ces rêves semblent valides à toutes les époques de notre vie comme des boussoles, indiquant un ordre mouvant, évoluant au gré de nos expériences de vie. Jung avait compris que la causalité linéaire ne suffisait pas à rendre compte de la richesse du rêve. Il écrivait « Seule la collaboration des conceptions causales et finales est susceptible de nous amener à une meilleure compréhension de la nature du rêve. » Par causal et final, Jung entend que le rêve, nourri par ce qui fut, est orienté vers ce qui sera. Comme si ces songes, ces grands rêves, prenaient leur source au-delà de notre espace-temps, au-delà même de notre causalité linéaire. Mon dernier grand rêve de ce type, et qui me hante encore aujourd'hui, est le suivant. Ma mère est enceinte. Mais ce qu'elle porte n'est pas un enfant ordinaire, c'est une sorte de monstre. Un bébé énorme. L'accouchement est impossible, presque d'une douleur insoutenable. Et moi, adulte, je me retrouve à courir avec une hache et précisément un tomahawk, comme une arme primitive, mais aussi une arme de guerre et de paix dans sa symbolique. Je cherche comme quelque chose à couper, je ne sais pas exactement quoi, puis j'arrive dans une cave qui m'est familière, sous-sol accessible par un escalier en colimaçon qui me fait penser à la maison de mes grands-parents. En arrivant devant ma mère et voyant ce bébé qui ne pouvait pas sortir, j'ai compris à cet instant que la hache était peut-être là pour l'achever, ou pour la sauver elle. Mais c'est à ce moment que le rêve s'arrête. Et ce rêve, je l'ai fait il y a quelques mois. Il continue de m'interroger et je me demande encore qu'est-ce qui doit être coupé et qu'est-ce qui peine à naître et qui me dépasse, que je n'arrive pas encore à comprendre. Et c'est là que ce concept de boussole intemporelle prend tout son sens. Selon moi, ce rêve ne décrit pas un événement daté. Il décrit une tension fondamentale et évolutive entre le maternel, c'est aussi l'inconscient, et le monstrueux, ce qui ne peut être montré. Entre la naissance d'une conscience nouvelle et le sacrifice de l'ancienne personnalité. Entre la loyauté à la mère, à la famille comme archétype, et la rupture qui sera, tôt ou tard, à acter. Cette tension était vraie quand j'ai fait ce rêve, elle l'est toujours aujourd'hui tout en s'enrichissant et s'actualisant avec mes circonstances de vie actuelles. Jung l'a formulé de la sorte. La personnalité future que nous serons est déjà là, mais encore cachée dans l'ombre. Le moi est comme une fente mobile qui se déplace sur un film. Le rêve, lui, voit le film entier. Il ne prédit pas l'avenir. Il révèle la structure sur laquelle notre vie se déploie. Un physicien comme Wolfgang Pauli, qui entretenait une correspondance avec Carl Jung, était fasciné par ces sujets, y compris les synchronicités, et cette atemporalité onirique qui viole le sens commun en matière de temps et de durée. Pour ma part, je parlerai plus volontiers de rétrocausalité ou même de bicausalité, à savoir l'idée que le futur projeté dans nos consciences respectives pourrait influencer notre présent par un processus de rétroaction, dont le fonctionnement reste, je dois l'avouer, encore assez opaque à ce stade. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler lors d'un prochain épisode dédié. Avant de conclure, je dois dire une vérité que l'on tait trop souvent.
Tous les humains ne sont pas égaux devant le rêve. Certaines personnes ne se souviennent presque jamais de leurs rêves, ou s'en souviennent, mais n'y accordent aucune importance. D'autres en ont chaque nuit avec une clarté presque photographique. Certains rêvent en noir et blanc, d'autres en couleur saturée, pour emprunter une métaphore. Certains vivent des aventures épiques et d'autres des fragments incohérents. Et surtout, pour beaucoup de gens, l'explication scientifique est suffisante. Le rêve devient un sous-produit du sommeil, une sorte de bruit de fond cérébral qui recycle le résidu psychique de la journée. Par conséquent, ces gens se réveillent, oublient, passent à autre chose et vivent leur vie. Et leur vie fonctionne très bien ainsi. Mais pour d'autres, et peut-être que vous faites partie de cela, si vous écoutez cet épisode, le rêve est tout autre chose. C'est une sorte de dialogue intérieur, comme une lettre qu'on reçoit chaque nuit, d'une partie de soi qu'on ne connaît que trop mal. Cette fameuse boussole intérieure qui indique des directions que la raison seule ne peut pas comprendre. Carl Jung lui-même reconnaissait cette différence. Il écrivait qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à s'intéresser à ses rêves. C'est une disposition naturelle, éventuellement une vocation, et ceux qui ont fait cet effort le savent. Quant aux autres, ils peuvent très bien vivre une vie parfaitement accomplie sans jamais analyser un seul de leurs rêves. En tout cas pour ceux qui sentent l'appel, ignorer ses propres rêves, c'est couper une ligne de communication essentielle de mon point de vue. C'est naviguer sans instrument dans une mer agitée dans laquelle des signaux nous seraient bien utiles. En fait, la question n'est pas qui a raison, mais plutôt qu'est-ce que le rêve dans votre écosystème psychique. Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.